on est à 10% d'inflation sur l'alimentaire, avec des records qui semblent assez stupéfiants, puisqu'au mois de juillet, il y avait eu 2% d'inflation en un mois. Ce qu'on avait avant, même pas en un an, puisque l'alimentaire augmentait peu depuis plusieurs années. Enfin, maintenant, c'est en un mois. Chaque mois, oui, on chaque perd mois, du pouvoir de bien vivre. sûr, on perd du pouvoir de manger. Ça, c'est évident. Cela fait plusieurs mois qu'il alerte, telle une Cassandre qui avertit d'un danger dont au départ personne ne veut se soucier. L'inflation nous menace. L'inflation va nous faire très mal. L'inflation va appauvrir les plus modestes des Français. Et bien, maintenant, on y est. Et Olivier nous revient pour faire le point et pour évoquer un scandale, celui des enseignes de grande distribution qui en profitent pour pratiquer dans certains domaines des hausses de prix énormes et injustifiables. On a du mal à lire et à regarder les chiffres des Lucides sans utiliser le mot de profiteur de guerre. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors tu continues d'avoir les regards rivés sur l'inflation en Europe et ça ne va pas très bien comme le montre ce premier graphique. Oui, en effet, alors ça fait un an qu'on parle de ce sujet-là, c'est bien de le rappeler. On a vu qu'il s'aggrave au fil du temps, dans une forme d'incapacité, ou en tout cas de volonté de ne pas voir la réalité du problème. Alors c'est très drôle. J'avais fait une petite animation avec les prévisions de la Banque Centrale Européenne, dont le seul objectif c'est l'inflation. Donc, d'ailleurs, quand même, il doit y avoir quelques spécialistes et qui, trimestre après trimestre, n'arrivent pas à prédire. Ils disent oui, il y a un peu d'inflation, ça va se calmer, ça va vite tomber. Puis à chaque fois ça monte, c'est bientôt. Puis ils disent bon, d'ici quelques années ça va revenir à la normale. Enfin, on voit qu'ils sont complètement perdus et dépassés par le phénomène. Donc oui, ce qu'on voit c'est évidemment une explosion des prix. Donc ça c'est l'ensemble des prix en Europe. Alors, au fil du temps, les écarts en plus entre pays divergent de plus en plus fortement. On voit que l'inflation est maximale dans les pays baltes, avec 25% d'inflation. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Mais c'est quand même maintenant 11% d'inflation en Allemagne, quand on sait ce que ça représente pour ce pays-là. Et la France est le pays qui a, dans l'Union européenne, le moins d'inflation, avec 6%. On voit quand même que toute l'Union européenne reste supérieure à certains autres pays, comme la Suisse, qui est un pays bien géré. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, on voit qu'ils n'ont que 3%. Donc quand on nous dit « oh là là, on ne peut rien y faire », il y a quand même un pays qui arrive à faire quelque chose. On peut dire quand on se regarde, on se désole, et quand on regarde les autres, on se console, puisque la France, ça va un peu. Alors, il faut quand même mettre un bémol là-dedans, c'est ça ce que le gouvernement sort tous les 4 matins. Finalement, pourquoi il y a que 6% d'inflation en France, alors que c'est quand même énorme par rapport à ce qu'on a connu depuis des années. Pourquoi il n'y a que 6 par rapport au reste? En fait, c'est qu'il y a toute une partie de l'inflation qui a été transférée sur le budget de l'État, puisque l'État a mis des chèques énergie pour essayer de limiter la hausse colossale de l'énergie. Et on estime que ça représente à peu près 3 points d'inflation en moins dans le pays. Et donc on voit que l'inflation en France normalement devrait être autour de 9% si se passait ce qui se passe dans la plupart des autres pays. Alors d'un côté, on peut dire que c'est bien d'aider un peu les gens, ça c'est sûr que vu les explosions qu'on a eues et qu'on va avoir à l'avenir sur l'énergie, c'est quand même bien d'essayer de limiter. D'un autre côté, le fait que l'État se mette à payer l'énergie aux gens, alors que normalement l'État c'est comme une mutuelle. L'État paye surtout les fournisseurs d'énergie d'une certaine manière. Oui, mais ça revient au même. Je veux dire, c'est quand même à la charge de l'État. Je veux dire, c'est 20-30 milliards d'euros qui sont à la charge de l'État. Et donc, ils vont grever les dépenses publiques, le déficit, et on le paiera après, peut-être. Oui, on le paiera d'une autre façon, en particulier avec les problèmes de taux d'intérêt, mais ça, c'est quelque chose qui va sûrement se déclencher en 2023-2024. Donc, voilà, ce n'est pas l'objet de la chronique, donc voilà, je ne vais pas plus loin, mais il faut bien voir qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est aussi quelque part une taxation à venir de l'ensemble des Français sur ce point-là. Alors, il y a une inflation spécifique qui est celle des prix alimentaires dans la grande distribution, et c'est de ça que tu voulais un peu nous parler. Exactement, parce qu'on a fait une grande analyse en plusieurs articles sur Elucide, et on s'est intéressé à l'inflation sur l'alimentaire, parce que l'alimentaire, ça nous touche tous, évidemment. On s'est tous rendu compte qu'en grande surface, ça n'a pas augmenté que de 6%, mais beaucoup plus. Et en effet, déjà, quand on regarde l'ensemble, comme on le voit ici sur ce graphe, l'ensemble des prix, ça n'arrête pas d'augmenter. On est à 10% d'inflation sur l'alimentaire, avec des records qui semblent assez stupéfiants, puisqu'au mois de juillet, il y avait eu 2% d'inflation en un mois. Ce qu'on avait avant,
même pas en un an, puisque l'alimentaire augmentait peu depuis plusieurs années. Enfin, maintenant, c'est en un mois. Et on était encore, même si c'est un petit peu baissé sur le niveau du mensuel, on était presque à 1% encore le mois dernier, en plus de prix. Donc, chaque mois, chaque perd mois, du pouvoir de bien vivre. sûr, on perd du pouvoir de manger. Ça, c'est évident. Alors, tu as pris l'exemple des coquillettes, justement. Oui, non, mais l'idée, si tu veux, c'est aussi bien de voir que ça touche beaucoup de choses. Et que cette inflation, quand on dit là encore, c'est 10%. Alors si on regarde que les produits alimentaires qui sont un peu stars, qu'on achète beaucoup, c'est 13%. Waouh, ça commence à être gigantesque. Et on voit que cette inflation est aussi différenciée. Alors donc elle touche certains produits particulièrement. Là, j'ai pris l'exemple des pâtes. Des coquillettes, parce que tu es précis. L'idée, c'est de prendre les mêmes types de pâtes pour regarder ce qui se passe, la même quantité. Et on voit que, évidemment, suivant qu'on soit dans des marques distributeurs ou dans des marques nationales, ce qu'on appelle les marques très connues, qu'on trouve dans tous les magasins, eh bien, il y a une hausse de plus 30 à plus 100%. Donc, on voit que sur des produits aussi symboliques, aussi nécessaires... 100%, mais c'est le doublement. Oui, c'est un doublé. Il y a des prix de pâtes ont doublé. Et ça, c'est énorme. Et ce phénomène, quand on le regarde, alors voilà, 10% sur l'alimentaire, mais c'est plutôt 9% sur les marques nationales, les marques connues. Mais sur les marques des grandes surfaces, les marques distributeurs qu'on appelle, c'est la marque Carrefour, la marque Auchan, c'est plus 12%. Et sur les marques premier prix, c'est 15%. Donc autrement dit, les produits qui sont le plus achetés par les gens qui ont le plus de difficultés à boucler les fins de mois, les premiers prix en grande surface, c'est plus 15%. Pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge sur ces produits-là. Et comme la matière première a augmenté, l'augmentation est encore plus forte. Donc on voit que ça touche le pouvoir d'achat fortement, et en particulier de ceux qui ont le plus de mal à boucler les fins de mois. Alors, la question de l'inflation naturelle et des profits éventuels de guerre s'est posée. Elle a notamment mobilisé la commission économique du Sénat. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au printemps, il y a eu tout un débat qui avait été lancé d'ailleurs par Michel-Édouard Leclerc. On avait beaucoup parlé, qui avait dit c'est bizarre, moi j'ai des concurrents qui montent beaucoup les prix, ça me semble un peu louche. Et donc voilà, vu le buzz, le Sénat s'est quand même emparé de la question et il a fait une petite commission pour enquêter. Les résultats ont été assez intéressants. Ça concluait à l'époque, c'était au mois de juillet, qu'ils n'avaient pas vu de gros problèmes au niveau des producteurs, au niveau de ceux qui font la nourriture, mais que c'est vrai que parfois, chez certains distributeurs, évidemment pas tous, mais chez certains, il y avait ce qu'ils ont appelé des hausses de prix suspectes, en se disant, ouais, c'est bizarre parce qu'on voit que la grande surface a augmenté les prix, alors que son fournisseur n'a pas augmenté les prix. Donc elle n'a pas acheté plus cher les produits, mais elle les vend plus cher. Donc évidemment, on se dit... C'est une augmentation d'aubaine. On profite de l'atmosphère générale pour gagner plus d'argent. Pour en rajouter un peu plus. Donc c'est quelque chose d'important et qu'on va voir, parce que c'est vrai que les gens se disent aussi, oui, mais enfin finalement ces produits alimentaires ils coûtent 1 euro, 3 euros, 5 euros, c'est pas énorme, donc je vais pas avoir de grosses différences finalement entre grandes surfaces. Et ben ça c'est pas vrai, et on va le voir un peu plus loin dans ce que je vais vous expliciter, parce qu'on va voir qu'il y a de grosses différences, en particulier suivant les enseignes. Et on a les noms et on va pouvoir vous donner de bons conseils pour faire des bons choix et augmenter un peu votre pouvoir d'achat par ce biais-là. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux de marge brute sont très variables d'une catégorie à l'autre de produits. Pour ça, oui, il faut comprendre finalement comment ça marche la grande distribution. Alors, c'est quelque chose d'assez simple en termes de business, puisque en fait on a une activité qui consiste à acheter un produit 100 et à le revendre, mettons 130 au client. C'est simplement c'est ce que ça fait la grande distribution, ça ne crée rien, ça se contente d'acheter et de revendre. Donc quand j'ai acheté 100 et que je revends 130, les 30, on appelle ça la marge brute en général. C'est pour ça qu'on entend, tiens, il y a des marges, comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils font. Donc c'est ce qui fait le chiffre d'affaires, la grande distribution, de manière concrète. Alors, il faut faire attention, c'est pas du bénéfice. Il ne faut pas se dire, là, ils ont mis 30% de bénéfice, c'est énorme. Non, pas du tout. Parce que finalement, cet argent-là sert à payer plein de choses. Ça sert à payer le loyer de la grande surface, ça sert à payer les salaires, ça sert à payer l'électricité qui coûte de plus en plus cher, etc., etc. Ça sert à faire un bénéfice à la fin. Sachant que sur le modèle de la grande distribution, il faut aussi savoir que le bénéfice est très faible. Généralement, c'est à peu près 1% du prix qui est vraiment du bénéfice. C'est pas beaucoup par rapport à plein d'autres secteurs. Mais comme la grande distribution, elle vend le même produit plusieurs fois dans l'année, au final, elle arrive quand même à gagner de l'argent là-dessus. Grâce au volume. C'est ça. Mais il faut dire que sur ce qu'on paye, il n'y a pas une grosse partie qui va c'est pas total, quoi. On n'est pas du tout dans ces niveaux-là. Alors, disons qu'en fait, en parlant des marges brutes, il y a des grosses marges, des marges moyennes et des faibles marges.
et c'est quand même un écart important. Oui. Comment ça se construit justement ces marges-là? Alors ça, on est au cœur finalement du secret de la grande distribution. C'est le cœur du business. Comment ça se construit ces marges? Généralement, c'est secret, on ne le sait pas. Et il y a eu une fuite il y a quelques années qui a permis d'y voir un peu plus clair. Et on se rend compte que une grande surface, ça fait de toutes petites marges brutes sur les produits qui sont très connus. En fait, les pâtes à tartiner, les boissons américaines sucrées, ce genre de trucs. En fait, voilà. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on en achète souvent. Donc, on connaît le prix. Donc, on connaît le prix, on aime bien, c'est plutôt quelque chose de sympa. On peut se dire là, il est en train de m'avoir, j'achète pas. Voilà, c'est ce genre de truc. Donc, on est très sensible, on aime bien, on regarde, on dit ah bah ouais, mais attends, je sais combien ça coûte moins cher ailleurs. Et donc, les grandes surfaces disent là, je vais vraiment faire ça très 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 peu cher. Moi, je peux dire aux gens, regardez, il n'y a pas de marge, t'as bien vu, on est moins cher que tous les concurrents, viens chez moi. Et donc, on voit en effet sur ce petit exemple que les marges pouvaient aller entre 3 et 9% sur ces produits très connus. Une marque de café, 3% de marge, c'est très 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 peu en fait. Alors, quand elle fait ça... En fait, la marge brute, quand elle est à 3%, ça veut dire qu'en réalité, on perd de l'argent là-dessus. Ouais, ça dépend comment tu regardes. En pratique, elle n'en a pas perdu parce qu'elle a vraiment acheté 100, elle a vendu 103. Mais c'est sûr qu'elle ne peut pas vivre si elle fait ça sur tous les produits. Ouais. Il faut à peu près en moyenne 30%. C'est ça le chiffre moyen. Donc c'est évident, si j'ai fait 3% sur le café, il faut que je fasse 40 ou 50% ailleurs. Sinon, ça va pas le faire. Alors... Où est-ce qu'ils font des grandes marges, la grande distribution? Dans différents types de produits. Alors, le premier, le plus important, c'est ce qu'on appelle les marques distributeurs. La marque Auchan, la marque Carrefour, la marque Leclerc. Pourquoi ils font beaucoup de marge là-dessus et comment ça marche? En fait, la grande surface va directement négocier avec une PME qui fait les produits en disant voilà, je t'en prends une énorme quantité, peut-être même que ça va être le plus gros client, voire le seul. Puis tu mets ma marque dessus sur le produit, puis je vais le vendre. Donc en fait, ça coûte moins cher que si tu as demandé à une marque très connue de faire le même produit. Donc le produit, il est moins cher à l'achat. Comme il est moins cher à l'achat, elle peut faire une grande marge. Et le produit restera quand même moins cher que la marque nationale qu'on trouve dans tous les magasins. Et donc ça lui permet de faire beaucoup de marge ici. Et c'est ce qu'on voit sur le petit schéma. On voit que tous les produits, comme si c'était un Franprix, la marque c'est Leader Price, les produits Leader Price avaient une grande marge. Pour finir, elle fait aussi beaucoup de marge sur d'autres types de produits, soit les produits qui ont plein de références. Alors, genre, les spaghettis. Tu vas dans un magasin, tu as 10, 15 paquets différents de spaghettis. Donc, pourquoi? Comme elle nous embrouille, elle se sent libre de faire des marges. Oui, on peut se dire, mais enfin, des fois, j'ai vu de différence entre les spaghettis. En fait, je dois être un peu bête. Pourquoi il y en a 15 à la rigueur, il y en a 3, 4, ça suffit. Mais non, ça leur permet d'avoir plein de trucs. C'est complètement brouillé. Il y en a qui vont être à 1,30 €, à 1,50 €, à 1,60 €. Et vas-y, je t'ai mis de la couleur, machin, je t'ai mis des œufs, des petites. Et hop, comme ça, on est complètement brouillé. Donc, on n'arrive plus à comparer ce point-là. Il y a aussi le bio. Non, ouais, ça c'est autre chose, mais j'y arrive tout de suite. Le dernier point, c'est en fait c'est le contraire du premier. Ils font des petites marges sur ce qu'on connaît, qu'on aime bien, qu'on achète souvent. Et donc ils vont faire des grosses marges sur ce que c'est pas très valorisé. On n'en achète pas souvent, et donc on connaît pas le prix. Alors, ça coûte combien 200 ml de vinaigre, un pot de moutarde. Enfin, un pot de moutarde, il y a des problèmes maintenant. Mais enfin, tu vois, ce genre de truc qu'on n'achète pas souvent. Donc, tu peux pas savoir finalement combien ça vaut. Si tu te dis, le vinaigre, il n'est pas à 3 €, il est à 3,50 €. Qu'est-ce que t'en sais? Tu achètes ça une fois par an ou tous les 2 ans. Donc, c'est le dernier point. Mais tu fais bien de le signaler, il y a un vrai sujet sur ces histoires de marge, sur le bio. Alors, on sait que le bio, ça coûte cher, ça, on s'en est rendu compte, et c'est dommage parce que c'est bien pour la nature, c'est bien pour la santé. Alors ça, c'est un des combats, en particulier de l'UFC Que Choisir, qui a été mis en avant. Alors, quand tu appliques ça à des produits bio et non bio, qu'est-ce qui se passe? C'est assez intéressant parce que ça permet de bien comprendre la problématique du système. Le premier, c'est que... si on prend l'exemple d'une pomme, ici, alors je prends une pomme conventionnelle, elle coûte 1 €. Puis on va dire qu'ils mettent 100% de marge, et donc j'ai 1 € de marge pour la grande distribution, donc au total, elle est vendue 2 €. Le bio, on sait que pour l'agriculteur, ça coûte plus cher à produire, donc la grande surface va l'acheter 2 €. Qu'est-ce que fait la grande surface? Elle applique toujours le même taux de marge de 100%. Et donc 100% sur 2, ça fait 2 € de marge. Et donc la pomme, elle coûte 4 €, elle coûte 2 fois plus aussi à la sortie de la grande surface. Mais c'est là qu'arrive la petite réflexion, le petit problème. La marge, ça sert normalement à payer les coûts, les charges de la grande distribution. Et la pomme, qu'elle soit bio ou pas bio, il y a les mêmes charges. Ça ne coûte pas plus cher de la mettre en rayon, ça ne va pas consommer plus d'électricité, la caissière, elle n'est pas payée plus cher parce qu'elle passe du bio. Donc en fait, il n'y a pas de raison que la marge en euros ne soit pas identique. Et donc voilà, Que Choisir alerte là-dessus, essaye de dire aux grandes surfaces, mais engagez-vous à baisser votre taux de marge sur le bio pour qu'au total, il y ait la même marge en euros
sur les deux produits. C'est pas négligeable. Ils ont fait des calculs et ça permettrait de baisser le bio d'à peu près 30% au moins. Donc, de le rendre un peu plus accessible. Oui, à un moment où là aussi on va le voir, le bio ça souffre beaucoup de l'inflation parce que maintenant comme tout coûte cher, les gens ils ont du mal à se payer du bio et donc les ventes de bio sont en train de baisser, ce qui déstabilise finalement toute la filière. Parce que peut-être que aussi la grande distribution se dit le bio s'adresse à une clientèle qui a les moyens d'investir dans l'alimentation et donc on peut augmenter les marges sans pour autant baisser les volumes. Oui, mais en termes d'inégalité, il n'y a pas besoin que la santé ce soit aussi que pour les cadres. Parce qu'après, ça ne serait rien de dire regarde, les cadres ils vivent plus longtemps que les ouvriers. Oui, mais c'est ce sont les limites justement du système. Donc c'est un vrai combat en fait de faire ça. Parce que derrière, si tu veux, les grandes surfaces, elles essayent de nous, dans ce débat-là, de nous embrouiller en fait, et de dire non, mais moi j'applique la même marge sur le bio et pas le même bio. Tu appliques le même taux de marge, mais pas la marge en euros. Elle est évidemment plus chère et plus importante sur le bio. Alors, une loi votée en 2018 n'a pas vraiment arrangé les choses, c'est la loi Egalim. Exactement. Donc, il y a toutes les chances que personne n'en a entendu parler. Pourtant, vous en voyez tous les jours les effets quand vous faites vos courses. Et ça, c'est encore tellement kafkaïen qu'il faut expliquer ça aux gens. C'est vraiment important. On a ici je pense, un bel exemple du macronisme triomphant. Et donc, ils se sont dit en 2018, il y a un problème pour les agriculteurs, pour certains producteurs, surtout les PME dont je parlais tout à l'heure, ils ne gagnent pas assez d'argent. On sait que c'est compliqué, on a tous vu ces reportages. D'ailleurs, on y est tous sensibles, parce qu'on se dit, je sais pas, moi, je vais acheter un peu de lait à 2 €. Je me rends compte que quand même, l'éleveur, il touche 40 centimes, et puis il crève de faim. Alors que s'il touchait 45 centimes, ça serait vachement mieux, il arriverait à bien se payer. Puis on se dit, pour 5 centimes, moi je suis prêt à payer mon lait 2,05 centimes ou de 2 € si vraiment le type il vit mieux. En fait, c'est pas ce qui se passe, parce que dès que le prix monte, tout ça c'est accaparé par la grande surface, par le producteur, par les intermédiaires, ça va rarement aux pauvres éleveurs qui triment. Alors ils se sont dit, il faut faire quelque chose. Sur l'idée, moi je suis d'accord, ça me semble très intéressant. Et là, qu'est-ce qu'ont fait nos génies politiques ? Les types, ils se sont dit, ce qu'on va faire, on va faire une loi qui va obliger les grandes surfaces à vendre plus cher. Donc, c'est une loi qui interdit à une grande surface de vendre avec moins de 10% de marge brute. La loi dit, vous avez acheté votre produit 100, vous êtes obligé de le vendre 110. Donc, dans mon exemple, le café qui était à 3% de marge, t'oublies, tout le reste t'oublies, c'est 110 minimum. Alors, on se dit, waouh, donc là, vous êtes en train de faire une loi qui augmente les prix, et donc le chiffre d'affaires, donc le bénéfice des grandes surfaces, et puis, il n'y a rien. C'est-à-dire que les types ont juste dit, on va gaver les grandes surfaces, et ça va ruisseler tranquillement jusqu'aux agriculteurs. Et ça ne s'est pas passé. Merde, ça ne marche pas plus que quand tu baisses les impôts des milliardaires, en fait. Oui, ça n'a évidemment pas marché, ce truc-là. Attention, si, il y a des trucs qui ont marché, ça coûte plus cher. Donc en 2019, la loi est rentrée en vigueur au 1er janvier 2019. Tout 2019, il y a eu une augmentation des prix qui a été relativement limitée. Un peu plus de 1% d'augmentation de prix, mais avant il y avait 0, ça n'augmentait pas l'alimentaire depuis plusieurs années. Et surtout, en fait, ça a baissé 3% les volumes. C'est-à-dire que les prix ont augmenté, les gens ont moins acheté de ces produits alimentaires. Et les agriculteurs n'ont pas plus gagné. Au final, il y a eu encore une petite commission d'enquête du Sénat qui aime bien faire des petites piques au gouvernement, et puis qui a regardé, et puis qui a dit, je le cite, « Les agriculteurs n'ont pas pour l'instant et de l'accord unanime des acteurs, ressenti un quelconque effet de la loi. » Donc c'est étonnant, mais l'argent il est resté bloqué au niveau des grandes surfaces. Alors, il n'est pas forcément parti non plus, il ne faut pas le penser en bénéfice comme d'autres. En fait, comme ça a monté les prix de l'alimentaire, ils ont baissé les prix d'autres produits, les savons, machin, pour essayer de garder les gens, de faire en sorte que ça n'attaque pas trop aussi le pouvoir d'achat de leurs clients, parce que sinon ils vendent moins. Donc il y a eu tout un truc complètement bizarre qui est venu, et au final, il n'y a pas eu du tout l'effet escompté. Alors ce rapport du Sénat, il évoquait les fraises Garriguette. Exactement, dedans il donne un exemple. Graphique. Il donne un exemple assez rigolo, donc je vous en parle, parce qu'il faut que ce soit un peu concret. Alors, c'est pas généralisé, mais enfin, ça montre, là encore, que le truc, il est complètement mal conçu, qu'il ne comprend pas comment marche un secteur, comment ça marche le business. Alors, ça donne un exemple d'une grande surface qui avait acheté des fraises Garriguette à 1,99 €, comme on le voit souvent. Alors, en fait, la grande surface achetait ça 1,99 € au producteur et le vendait 1,99 €. Zéro marge. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. Donc elle mettait ça sur ses prospectus dans ta boîte aux lettres. Ouais, 1,99 €, viens chez moi, c'est pas cher. Et puis, les gens ils sont sensibles. Moins de 2 €, c'est un symbole, j'y vais.
J'achète d'autres choses aussi. J'achète évidemment d'autres choses, où là, il y a de la marge pour la grande distribution. Parce que quand on s'est tapé les allers-retours, on ne va pas le faire juste pour une barquette de fraises. Alors, la loi Egalim arrive. Normalement, la barquette à 2 €, elle devait passer à 2,20 €. C'était ça la loi. Okay, ça aurait pu se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça dans certaines grandes surfaces. Mais ici, dans cet exemple, la grande surface, elle a dit, mais ta barquette à 2,20 €, moi, c'est plus un produit d'appel. Les gens ne vont pas venir, ne m'intéresse pas. Bon, j'en veux pas, tu peux les garder. Et là, le producteur qui a son champ de fraises, là, qui va bientôt pourrir sur pied, il a été très embêté. Et donc, au final, la grande surface, elle a fait pression sur l'acheteur, enfin sur le producteur, pardon, pour qu'il baisse de 10% son prix de vente. Et donc, au final, elle les a achetés 1,80 € au lieu de 1,99 pour pouvoir le vendre au final, avec la loi Egalim, avec les 10% de plus, 1,99 €. Donc en fait, on a fait une loi pour que le producteur il touche plus d'argent, et au final, dans cet exemple-là, il a touché 10% de moins. Donc c'est sûr que c'est les mecs qui te disent « ne votez plus rien, laissez-nous tranquilles, merci ». Donc là, ça montre finalement, mais tu vois, cet exemple il est caricatural, ça ne s'est pas passé comme ça partout, mais en général, on a tous payé plus cher. Ça a complètement déstabilisé le marché et moi, je n'ai pas vu les agriculteurs vivre beaucoup mieux. Et ils le disent d'ailleurs sur ce point-là. Donc on voit qu'on est dans un système qui est complètement pervers et que l'inflation, évidemment, attaque de plus en plus. Alors, pour revenir justement à l'inflation constatée dans le secteur alimentaire ces derniers temps, tu as toi-même fait un relevé de prix dans un casino et tu as découvert des hausses de prix très importantes entre février et juillet 2022. Exactement, on a joué un peu au Sherlock Holmes, parce que c'est bien de voir des chiffres sur l'INSEE, mais c'est mieux d'aller voir ce qui se passe vraiment au supermarché. Et donc oui, on a regardé, on a fait un relevé de prix assez détaillé sur plein de choses. Bon, ici on ne présente que quelques-uns, hein, vous en trouverez d'autres sur le site Elucide qui parlent de ça. Mais par exemple, moi, j'ai constaté sur le paquet de riz, tu vois, qui est très connu, que beaucoup de gens achètent, c'est plus 20%. Quand même entre février et juillet. 4 mois. Ah ouais, c'est quand même robuste la hausse. Un autre exemple, la viande, plus 27%. Ah, on commence à se dire, oui, parce que, allez, et puis à l'époque, on n'était qu'à 7-8% encore d'inflation annuelle. Il y a quand même des gros écarts sur plein de produits. Je donne un dernier exemple, les céréales du petit déjeuner, aussi avec un des exemples, plus 45% le paquet en quelques mois. Donc on voit que c'est généralisé, je ne vous passe pas les autres, mais c'était pareil sur la farine, c'était pareil, à peu près tout. Je n'ai pas vu beaucoup de choses qui n'ont pas fortement augmenté. Alors, je me dis, tiens, c'est bizarre ce truc-là par rapport à la statistique officielle dont on dispose. Et tu te demandes, est-ce que ce n'est que la guerre, l'inflation, le contexte international ? Parce qu'au début, on va se dire, dis donc, voilà, la guerre en Ukraine. Ça en prend cher quand même, c'est l'inflation, oui, c'est ça, la guerre en Ukraine. Je ne l'ai pas dit sur le premier graphique, mais vous remarquez que la plupart de l'inflation, elle est venue avant la guerre en Ukraine, d'ailleurs. Mais oui, c'est ce qu'on te raconte. Alors tu dis, bon, ok, là, ça prend cher quand même, l'inflation. Et je me mets à faire un petit comparatif, non plus dans le même casino entre février et juillet, mais au mois de juillet, entre casino et d'autres enseignes. Et là, je découvre des écarts surréalistes. C'est-à-dire que le même paquet de riz, vous voyez, quand il était au prix que je vous l'ai montré tout à l'heure, il est 76% plus cher que chez Édouard Leclerc. Ah ouais. Ça veut dire qu'on ne peut pas accuser un facteur extérieur en tant que tel. On peut, peut-être, oui, en partie, mais tu dis, c'est bizarre, parce que là, chez Édouard Leclerc, ils n'ont pas monté aussi fortement le prix. Alors, là aussi, vous trouverez d'autres exemples sur Elucide, mais je vous en donne un où, cette fois, j'ai fait un relevé sur le même produit chez plein de distributeurs. Et là, on voit des trucs quand même délirants sur un plat cuisiné, qui est en plus plutôt bon pour la santé, ce dont on disait tout à l'heure. Il coûte à peu près 3 € chez Leclerc, il coûte presque 7 € chez Casino. Ça veut dire 4 € de plus chez Casino, et chez les autres concurrents, il est plutôt autour de 5. Donc on voit que les écarts de prix, ils sont surréalistes. Moi, je dois avouer que quand j'ai commencé ce truc-là, je ne pensais pas qu'il y avait des écarts aussi importants. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre au niveau des enseignes. Et pour ça, ce que je vous propose, c'est de vous expliquer finalement comment marche la grande distribution en France au niveau de ces enseignes. Parce qu'il y a 3 modèles différents que les gens ne maîtrisent pas forcément bien. Donc voilà, c'est ce qu'on vous montre ici. En fait, toute la grande distribution en France, c'est à peu près 10 groupes. Là, tu vas retrouver à peu près tous les grands magasins, évidemment, qu'on connaît tous. Et ces 10 groupes, ils se scindent donc en trois modèles. Le premier, c'est le modèle qu'on appelle coopératif.
Donc pour faire simple, c'est les Édouard Leclerc, c'est les Intermarché, c'est les Super U. C'est-à-dire... Alors qu'est-ce que ça veut dire coopératif? Ça veut dire que quand tu vas dans un magasin Leclerc ou Super U, le magasin, c'est la propriété de quelqu'un. Comme toi, comme moi, vas-y, viens, on se lance, on fait notre supermarché. Bon, ça amène de l'argent, il en faut un peu, mais c'est mon supermarché. Mais quand j'ai fait mon supermarché, je vais dire, bon, je vais rejoindre un groupement, et puis comme ça, en fait, je vais avoir une centrale d'achat qui va me vendre des produits, puis je vais marquer Édouard Leclerc dessus. Mais c'est mon magasin. Et ça veut dire qu'en fait, je peux, moi, Théophile Kouamouo, avoir un magasin Édouard Leclerc. Et il est à toi. Et si derrière, il y a de l'argent au final du bénéfice, il est à toi. Ok, ça c'est le premier modèle, le modèle coopératif. Mais voilà, j'ai mis une marque pour regrouper l'ensemble. C'est des groupements, en fait. Ça marche comme ça. Le deuxième modèle, c'est le modèle coopératif. Non, le modèle... c'est le modèle intégré qu'on appelle. Et donc ça, c'est les modèles de Carrefour, c'est le modèle d'Auchan, c'est le modèle de Casino. Quand tu vas dans un magasin, ce magasin est la propriété de la multinationale en question. Donc tous les magasins Carrefour appartiennent tous à Carrefour. Ce sont des succursales qui sont détenues par cette multinationale, qui d'ailleurs en a aussi à l'étranger, qui est cotée en bourse, etc. Donc sur laquelle la pression actionnariale va être beaucoup plus forte, surtout chez Carrefour et Casino, puisque là, c'est vraiment c'est coté en bourse, donc il faut cracher de l'argent. Évidemment que l'indépendant d'Intermarché, il va quand même essayer de faire de l'argent, mais il n'y a pas la même pression. Ça reste quand même quelque chose de patrimonial. Il peut dire j'en perds un peu là, mais je vais rattraper dans 2-3 ans, comme le font comme peuvent le faire des entrepreneurs. Le troisième point, je vais passer rapidement, c'est des discounters, évidemment, c'est les Lidl, c'est les Aldi. Alors ça, c'était un modèle vraiment différent. C'est un modèle intégré à la base, c'est-à-dire que tous les magasins appartiennent aussi à la filiale, façon filiale de la société allemande en l'espèce qu'ils a créé, mais c'est un modèle un peu différent. On sait qu'il y avait beaucoup moins de types de produits vendus, que c'était des plus petites surfaces, que ça cherchait à casser les prix, en fait. C'était ça dans les années 90, 2000, 2010. Maintenant, c'est en train de changer. Ils sont en train de monter en gamme. C'est moins cher que précédemment. Ça se rapproche d'un modèle intégré classique. Il se peut que d'ici quelques années, il n'y ait plus que ces deux modèles qui soient... Et quelles sont les conséquences de ces modèles-là ? Les conséquences, elles sont importantes. Et on va le voir dans quelques minutes quand je vais vous présenter ce qui se passe au niveau des prix. Mais pour comprendre ce qui se passe au niveau des prix dans les enseignes, il faut comprendre ce qui se passe maintenant avec l'inflation, puisqu'on a quelque chose... qui n'est pas nouveau, il y avait ça il y a très longtemps. Enfin, c'est sûr que tous ceux qui n'ont pas des cheveux blancs n'ont pas forcément connu cette période-là passée. Alors, comment ont réagi les acteurs face à cette claque historique d'inflation? Les producteurs. Le producteur, il n'a pas beaucoup de choix. Quand tu es en train de faire le produit, ta farine, elle est plus chère, tes produits dedans, ils sont plus chers, il faut payer un peu plus les salariés puisqu'il y a de l'inflation, l'électricité, ça a explosé. Donc, il a augmenté ses prix. Ils n'ont pas fait que ça. Certains ont été beaucoup plus filous, et donc il faut quand même attirer l'attention des gens là-dessus. Est apparu ce qu'on a appelé le phénomène de shrinkflation. Shrink, ça veut dire écraser un peu, être un peu plus petit. C'est-à-dire que, en fait, ils augmentent le prix de leurs produits, mais ils mettent moins de produits dans le contenant. Donc en fait, tu as l'impression que c'est pas beaucoup plus cher, voire que c'est moins cher, alors qu'en fait, le prix au kilo, lui, a augmenté. Et donc là, moi, je vous ai proposé cet exemple d'une boisson... en tout cas de lait maternisé, quand même important pour les petits bébés. Tu t'aperçois qu'au mois d'octobre, le produit, il faisait 900 grammes dans sa boîte. Et puis maintenant, c'est la même boîte. Ah, mais il n'y en a plus que 830 grammes dedans. C'est ballot. Et donc, quand tu regardes la boîte, au début, elle était même moins chère à 830 grammes qu'à 900. Maintenant, elle est 5% plus chère qu'avant. Mais si tu regardes au kilo, en fait, le kilo, il est bien 15% plus cher qu'avant. Cet exemple-là, mais tu as vu aussi, tu n'as pas remarqué, ces bouteilles de boisson, avant c'était 1,5 litre, maintenant c'est 1,25 litre. Avant j'avais 50 centilitres, les petits trucs, là, maintenant c'est plutôt 33 centilitres. Voilà, c'est le genre de truc, et là tu ne peux plus comparer, tu peux vu ce qui s'est passé, t'inquiète pas, on t'a passé de l'inflation en espérant que tu ne vois pas trop la différence. En plus, tu ne la vois pas la différence. Simplement, quand tu payes à la fin, tu dis waouh, puis à la fin du mois, tu dis je comprends pas, là je comptais aller au cinéma ou sortir avec des amis, c'est pas possible, il n'y a plus d'argent, quoi. Donc, quand tu dis que les grandes surfaces, par exemple, elles ont monté leur prix et diminué leurs assortiments, c'est le même... Parce que qu'est-ce que tu peux faire quand tu es une grande surface? Parce que ton fournisseur t'a augmenté les prix. Donc, tu vas devoir forcément, toi aussi, augmenter les prix. Il n'y a pas de choix. C'est ce que je vous expliquais, il n'y a pas beaucoup de marge nette finale de bénéfices, donc ils ne peuvent pas dire « ouais, non, mais c'est bon, je vais prendre des pertes pendant un certain temps, sinon ils sont en faillite tout de suite ». Mais par contre, tu essayes de gagner et de gratter par ailleurs. Et donc, ce qui s'est passé, en tout cas l'autre axe sur lequel ils ont essayé de jouer, ce qu'on appelle la baisse des assortissements. C'est-à-dire que tu as moins de types de produits différents, tu as moins de codes barres,
que ce qu'il y avait précédemment. Je parlais des pâtes tout à l'heure, tu n'as plus 15 paquets de pâtes, maintenant tu n'en as peut-être que 12. Puis tu as remarqué peut-être que le produit que tu aimais bien, il n'y en a plus. Mais je ne comprends pas, j'ai plus cette marque-là, ouais, tu as un truc qui ressemble, mais il n'y a plus celui que je consommais depuis plusieurs années. Donc c'est ce qu'on appelle les assortiments, et donc ils ont baissé assez fortement les assortiments. Et est-ce qu'ils y gagnent ? En tout cas, ça fait moins de produits à gérer, c'est plus facile de négocier, tu vas essayer d'acheter un peu plus de l'autre produit, de gratter un peu plus avec ton fournisseur. Mais tu vois, c'est pas du tout anecdotique, c'est 4% de code barre en moins dans une grande surface, c'est 6% dans un proxy. Le petit truc à côté de chez toi, là, pour le coup, tu as dû voir qu'il y a vraiment des produits que tu aimais bien qui ne sont plus là. Donc voilà, c'est pour essayer de gagner de cette façon-là au passage. Mais après, on voit que ça va créer d'autres problèmes. Du coup, c'est plus vendu par le producteur, donc ça va faire des pertes au producteur, donc ça va sinistrer un peu la filière de production, et ça va peut-être faire des licenciements chez le producteur. Alors, résultat des courses, de toute façon, c'est le consommateur qui s'ajuste en faisant, lui, des sacrifices. C'est la principale victime de tous ces jeux-là. Exactement, parce que le premier truc, quand tu vas dans ta grande surface, tu n'as plus beaucoup de choix, tu ne peux pas les négocier, hein, donc tu vas te prendre une hausse de prix assez importante, mais il te reste quand même quelque chose que tu peux faire, c'est moins acheter ou acheter des choses un peu moins chères. Donc c'est ce qu'on constate. Sur ce premier graphique, on a en bleu les augmentations de prix dans les différents rayons des supermarchés. Bon, passons, c'est pas très intéressant, mais ce que je voulais montrer, c'était surtout l'orange, c'est les volumes vendus. Et on voit que, en particulier sur l'épicerie, sur la crèmerie, c'est 3% de vente en moins, 5% de vente en moins, 6% de vente en moins. Donc les gens achètent moins de produits. Dans l'exemple, ça a augmenté pour les eaux, les surgelés, parce que c'était le mois de juillet ici, donc c'est normal, il y a eu un boom avec la canicule. Mais le reste, ceux qui sont quand même les plus gros volumes, ce sont des baisses de volume qui sont importantes. Et dans ce deuxième graphique, évidemment, j'achète moins, mais je ne fais pas que ça. On fait aussi ce qu'on appelle de la descente en gamme. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais du bio, j'ai plus de sous, j'achète plus de bio, j'achète du normal. Avant, j'achetais la marque nationale, qui est très connue. Bon, je vais passer la marque distributeur, c'est quand même moins cher. Avant, je prenais la marque distributeur Carrefour, je vais prendre le premier prix, parce que je n'ai pas le choix. Puis j'ai le premier prix, alors j'ai vraiment plus de choix, parce qu'il s'est pris 15%, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc là, j'achète moins, tout simplement. Donc ce sont aussi des choix qui sont difficiles à faire. Ils sont vraiment au quotidien où les gens se privent. C'est douloureux, d'ailleurs, pour certaines familles. C'est clair. Ouais. Alors, tu as trouvé un moyen d'identifier de manière assez systématique les hausses suspectes de prix dans la grande distribution. Exactement, c'est là où ça devient très intéressant. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que je dois avouer que moi, j'ai été très surpris de ce que j'ai trouvé. J'étais resté sur un truc, depuis que j'étais jeune. Ouais, les grandes surfaces, elles se battent, elles te mettent les prospectus dans ta boîte aux lettres sur c'est 2,10 €, c'est pas 2,20 €, va chez eux. Je me disais, au final, il n'y a pas de très grosse différence entre les enseignes. Ouais, on sait qu'il y en a qui sont un peu plus chers. C'est quelques pourcents. Je veux dire, si je prends la voiture, que je fais 4 km de plus, ça me coûtait plus cher en essence, ça ne vaut pas la peine, quoi. En fait, c'était vrai, et ça n'est plus vrai. Et ça se voit sur ce graphique qui est très intéressant. C'est un graphique qui montre l'écart qu'il y a de prix entre les deux enseignes les moins chères et les deux les plus chères. Donc ça montre l'écart de prix à peu près qu'il y a entre les grandes surfaces. Et qu'est-ce que je vois ? En 2006, il y avait 8% d'écart. C'est ce que je disais. Bon, 8% d'écart. Je prends un panier à 50 €, ça me fait 4 €. Ok, passons, quoi, c'est pas grave. C'est à côté de chez moi, je gagne du temps. Mais qu'est-ce qu'on voit que, année après année, évidemment, en particulier avec les pressions actionnariales dont je parlais tout à l'heure sur les groupes cotés, il faut plus d'argent, il faut plus de cash, et donc il faut augmenter les prix de plus en plus. Et donc le 8%, il est devenu 10%, puis il est devenu 13%, il est devenu 15%. Au moment du Covid, il était à 20% d'écart. Attends, 20%, ça commence à faire beaucoup. Ça baisse un tout petit peu quelques mois pendant le Covid. Et puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit à la sortie du Covid ? C'est exactement le moment où l'inflation démarre, là, après le petit trou que vous voyez. Et on passe de 20% à maintenant 26% d'écart. Donc en fait, si vous regardez bien le bout de la droite, vous voyez une pente en plus qui augmente très fortement. C'est-à-dire que les écarts de prix ont encore augmenté pendant l'inflation. Bon, on les a là, les hausses suspectes. Ça montre bien que l'écart entre grandes surfaces a augmenté pendant l'inflation. Donc autrement dit, ceux qui étaient les plus chers, ils ont encore augmenté plus que les autres. Ils en ont profité. Ils en profitent, évidemment. C'est ce qu'avait dit le Sénat. Et on voit ici apparaître très clairement la chose. Puisque, évidemment, ce n'est pas ceux qui n'étaient pas chers qui ont dit
Ah, non, je ne monte pas les prix, c'est pas grave. C'est quoi 10% 10% de hausse des fournisseurs? Je ne vais pas les répercuter. Non, c'est délirant, ils font faillite dans le mois. Donc c'est bien ça. Ceux qui étaient chers sont encore plus chers. Donc ça montre bien qu'on arrive à des écarts en tout cas ici, de 26% dans cet exemple-là, qui est un exemple encore, c'est une moyenne. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah, ça devient colossal, là. Ça devient colossal. Entre 100 euros et 130 euros, ça commence à faire cher. Et en fait, c'est encore bien pire. Et il faut savoir que ce qui n'existait pas avant, c'est que maintenant, tout est informatisé. Toutes les grandes surfaces sont informatisées. Et en fait, il y a des sociétés qui font ces relevés de prix en magasin ou en drive, puisque c'est sur Internet, qui sont spécialisées là-dedans, et donc en fait qui peuvent te sortir des statistiques maintenant extrêmement précises, extrêmement robustes. C'est sur tous les produits qu'on a regardés. J'ai pris tous les codes barres et je vous ai fait des moyennes et des comparatifs. Et on arrive à ce graphique qui est extrêmement important et qui vous montre quel est l'écart de prix entre enseignes. Ce n'est pas des niveaux de prix absolus, ça montre qu'en moyenne, quand les prix en France sont de 100, eh bien, chez Leclerc, si on prend la courbe bleue dans les magasins, chez Leclerc, ils sont à peu près à 90. Puis vous voyez, chez Carrefour, chez Auchan, ils ne sont pas très très loin de 100. Et puis vous arrivez à ceux qui sont évidemment connus comme étant les plus chers, les géants casinos, surtout les Monoprix et les supermarchés casinos, qui sont presque à 120. Donc autrement dit, vous retrouvez bien ce qu'on a vu précédemment dans d'autres analyses, il y a bien 30% d'écart, et vous voyez qu'ils sont répercutés par enseigne. Donc c'est colossal. Le choix de ton enseigne a un impact très important sur ton pouvoir d'achat. Quand on a de tels écarts qui ne sont plus les 8% d'avant, qui sont maintenant les 30 minimum, eh bien, ça veut dire que sur la plupart des produits que tu achètes, c'est 1 euro ou 2 euros de plus que tu donnes à la grande surface, sur chaque produit. Tu en achètes 20, c'est 30 ou 40 euros que tu dépenses, et puis c'est pour les actionnaires, un casino, Carrefour, et te remercie, quoi. Mais est-ce qu'il y a des contraintes? C'est-à-dire, a priori, on pourrait se rendre compte de ça et fuir toutes ces grandes enseignes qui profitent un peu trop de l'inflation. Mais il y en a que 10. Alors ça ne profite pas que de l'inflation, parce que c'est quelque chose qui était aussi avant l'inflation. C'est vraiment la structure du marché qui est comme ça. Évidemment, ceux qui sont déjà chers, ils en rajoutent un peu plus. Mais en plus, regarde, il y a quelque chose d'encore plus drôle, parce que je ne voudrais pas être trop méchant non plus avec Casino, parce que là, je vais vous donner un très bon conseil si vous êtes client Casino. Si tu regardes, en orange, tu as la même chose, qui n'est plus dans le prix dans les magasins, mais c'est le prix en drive. Donc quand tu commandes sur Internet, soit évidemment ce qu'on appelle drive, donc tu as fait ta commande sur Internet, puis tu vas aller le chercher au magasin, mais tu mets là-dedans aussi les grandes surfaces qui ont un système de livraison. Tu t'aperçois que dans la plupart des enseignes, c'est le même prix. Il n'y a pas de différence entre le drive et le magasin en moyenne. Sauf chez le groupe Casino, auquel appartient Monoprix, Casino, Géant Casino, et là tu vois qu'il y a un écart énorme entre le magasin, ce que j'ai relevé dans mon exemple précédemment, et le drive. Et en fait, ces gens-là, sur le drive, ils sont vraiment pas chers. Ils sont très peu chers. C'est peut-être parce qu'il y a des comparateurs pour tout ce qui est achat en ligne. Parce qu'il y a tellement d'argent en te tendant au magasin qui se disent, tiens, je vais gagner des parts de marché sur Internet, ils sont très en retard sur la vente sur Internet, et donc je fais des produits pas chers sur Internet. Et donc, ça veut dire tout simplement que si tu veux gagner beaucoup d'argent en faisant tes cours chez Casino, fais-toi livrer. Vous allez voir qu'en ligne, c'est beaucoup moins cher qu'en magasin. Alors, il y a ça, c'est une moyenne nationale. Vous trouverez sur Elucide une analyse que fait un spécialiste de la grande distribution qui s'appelle Olivier Dauvert. Si ça vous intéresse, allez voir son site, c'est vraiment très bien fait. Il a créé un Distriprix où il suit vraiment la moyenne pour les supermarchés Auchan. Voilà ce que ça donne, voilà ce que ça donne sur les drives. Vous verrez, il y a un graphique là-dedans que vous trouverez sur Elucide qui vous montre le détail pour faire là aussi des bons choix. Et ce truc-là, et j'insiste bien, c'est des moyennes. Contrairement à ce qu'on pense, tous les magasins Leclerc, ils n'ont pas les mêmes prix partout. Tous les magasins Casino, ce n'est pas le même prix partout, le même produit. Ils sont libres d'aller ajuster en fonction de leurs contraintes financières et surtout de la contrainte de concurrence. Tu t'aperçois quand tu as un supermarché qui n'a pas de concurrent aux alentours, il t'en rajoute une bonne couche en fait de marge. Le magasin où il y a plusieurs supermarchés aux alentours dans la même zone, il faut faire attention, donc ils vont gratter un peu plus les marges. Donc, quand on dit c'est 30% d'écart, c'est la moyenne. Parce que si je prends le moins cher des Leclerc et le plus cher des Casinos,
tu vas être à 50-60% d'écart entre les deux. Hein. Donc on est sur des montants qui, je répète, pour les gens, sont vraiment très importants. Donc c'est un vrai levier pour essayer de gagner du pouvoir d'achat, assez simplement, en choisissant le bon magasin. Et donc j'en profite pour faire une petite publicité là-dedans, puisque en fait, sur Lucide, on a reçu, elle fait une interview du directeur de l'UFC Que Choisir. Et justement, c'était très intéressant parce qu'ils ont fait un bel outil qui est gratuit. Vous pouvez aller le voir. On vous mettra en description le lien de la vidéo. Et en fait, vous allez voir supermarché par supermarché le niveau de prix qui est pratiqué, parce que je vous dis, ça dépend aussi de la densité en supermarché de votre région. Donc vous tapez où vous êtes et ça vous montre au supermarché, puis on vous dira, tiens, celui-là il est rouge, celui-là il est vert, est-ce qu'il est moins cher, l'autre est plus cher. Vous verrez même, comme dans ce petit exemple, ce que ça donne par grand rayon, en fait, les écarts. Donc il y a des moyens, tu vois, de devenir un consommateur responsable, de faire des belles économies très facilement en faisant les bons choix. Alors, on a parlé beaucoup des stratégies de ces grands groupes pour gagner le plus d'argent possible, mais tout cela se déroule sur un terrain où, en fait, les Français, certains Français ont vraiment faim, certains ne mangent pas à leur faim. Oui, des familles ne mangent pas à leur faim. Bien sûr, parce qu'on parle quand même de la nourriture des gens, et ça encore, c'est un truc, ça ne va pas te faire la une là, chez CNews, mais... tu as en France un Français sur 5 qui ne mange pas à sa faim, qui est obligé de se priver de nourriture parce qu'il n'a pas les sous pour manger comme il voudrait. Et ça, c'est la moyenne. Si tu regardes, c'est un jeune sur 3, c'est un employé sur 3, c'est un smicard sur 3. Donc, faire les bons choix, pour ces personnes-là, c'est pas juste un petit plaisir en plus, tu vois, c'est pas le petit bonbon que je vais payer moins cher, hein, c'est vraiment manger à sa faim au quotidien, quoi. Et ça, par exemple, la question de ces marges excessives, de ces marges étranges, il est très difficile d'imaginer qu'elle sera portée à bras-le-corps par les grands médias, et pourquoi ? Bien sûr, si tu veux. Ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a choqué, comme souvent. Tu te rends compte quand tu es obligé de retrousser les manches, puis d'aller creuser. C'est un travail, c'était des semaines de travail, ça, mine de rien. Puis tu arrives à la fin, tu vois les résultats, et tu dis, vraiment, enfin, bon... Ok, c'est du boulot pour faire quand même quelques graphes sympas qui parlent aux gens, mais c'est pas confidentiel, hein. Tu les trouves, ces données, les données entre grandes surfaces là que je te présente, tu les trouves. Oui, mais pourquoi on me les a jamais montrées ? Oui, mais pourquoi on me les a jamais montrées, en fait ? Pourquoi il n'y a pas un grand média qui m'a dit, tiens, regarde, c'est cette marque là, c'est quand même plus de moyens que Lucide. Oui, non, mais c'est ça, quoi. Et puis tu regardes et puis tu dis, ouais, mais attends, peut-être que la différence, c'est que nous, comme vous, hein, on est un média indépendant. Moi, je peux dire ce que je dis sur Casino, et je peux sur Carrefour, sur machin, sur Leclerc, je m'en fous. Enfin, je donne une information aux gens. Ce que les gens ne savent pas, c'est que sur ce dernier graphique, c'est que la grande distribution, c'est le premier annonceur publicitaire de France de très loin. C'est presque 20% des dépenses publicitaires du pays. Donc c'est sûr que tu vas quand même pas trop te fâcher avec ces gens-là. Donc tu vois, ces informations qui sont importantes pour les gens, tu as intérêt à avoir quelques médias indépendants pour les tenir, quoi. Donc c'est sûr que les gens, il faut qu'ils soutiennent le média, il faut qu'ils soutiennent Lucide. On a vraiment besoin de soutien financier, d'abonnement pour qu'on vous donne ces informations qui changent la vie, enfin, en tout cas qui vous aident sur votre pouvoir d'achat, quoi. Merci à toi, en tout cas, Olivier, pour cet éclairage. Voilà. Est-ce que tu avais une dernière chose à dire ? Est-ce que je peux juste dire une dernière chose ? Évidemment qu'on est tous en train d'essayer d'avoir des abonnements, surtout dans les temps qui sont difficiles. Mais si vous ne pouvez pas, il y a un truc qui peut vraiment nous aider, qui est extrêmement simple. C'est au moins abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit, avec la petite cloche. Et au moins, vous pourrez suivre nos publications, nos vidéos. C'est quelque chose qui nous aide énormément. Merci beaucoup. Merci. Toujours debout, c'est fini pour aujourd'hui. On rappelle que le média est Lucide, donc ne vivent que des abonnements et des dons de celles et ceux qui considèrent que le journalisme indépendant est important pour défendre nos libertés, nos droits, la démocratie et l'intérêt général. Si vous en avez les moyens, sautez les pas, soutenez-nous, abonnez-vous.